Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la sylviculture. Nos intervenants de ce jour, et je les remercie chaudement d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Marie-Paule Guyot, conseillère aux actifs au CAPIA BFC et Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Daniel Kilbaza, formateur chargé de l'ingénierie, de formation et de prospection, coordonnateur des formations diplômantes au CFPPA de la nature et de la forêt de Velay Étang-sur-Arroux, et monsieur Thomas Dieny, dirigeant de la structure auprès de vos arbres à Lusy. Donc quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vous savez que sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention par le biais du chat. Nous prendrons des temps pour répondre à vos questions. Et avant la fin du webinaire, je vous enverrai un petit lien, un petit sondage, et je vous remercie aussi d'y répondre à la fin de cette intervention. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Marie-Paule, monsieur Merci, Kilbaza. merci Caroline. Marie-Paule Guyot, donc je suis conseillère aux actifs, comme l'a dit Caroline, au sein d'OCAPIAT. Voilà, donc je présenterai OCAPIAT et puis je vous donnerai des éléments contextuels concernant la filière forêt et bois en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et ensuite, je passe la parole à Daniel pour qu'il se présente. Et merci Marie-Paule, merci collègues. Donc, moi je représente un établissement public de formation qui s'intéresse depuis sa création à la problématique de la formation sur les travaux forestiers et notamment les travaux sylvicoles. Alors peut-être un tout petit mot sur la sylviculture. La sylviculture, c'est l'élevage de la forêt avec une problématique de cycle long, juste pour poser le débat. C'est-à-dire que sur notre problématique, un bon geste fait au bon endroit, eh bien, on aura une belle forêt. Si effectivement, sur un cycle long, malheureusement, on fait une erreur, ce cycle long, notamment sur les feuillus, c'est 250 ans, et sur les résineux, 60 ans, ben, on peut avoir des incidences tout à fait négatives sur la production. Et donc, l'appareil de formation est là pour former, pour informer des futurs forestiers. Et Dieu sait si on en a besoin pour notre noble forêt. Donc moi, je suis Daniel Kilbaza, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois effectivement chargé de mettre en œuvre l'activité du centre de formation et surtout, j'ai une fonction de veille dans la profession. C'est-à-dire que j'essaie d'être le lien privilégié avec les acteurs professionnels pour savoir effectivement anticiper leurs besoins et surtout proposer, enfin je le dis un petit peu de façon brute de pomme, comme on dit, mais proposer un SAV. C'est-à-dire qu'avec toutes mes équipes, on essaie de mettre en place des collaborations efficaces et surtout, on essaie de placer des jeunes et des moins jeunes dans les entreprises qui ont des besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime depuis la création du centre de formation. Centre de formation qui est créé d'une volonté de la profession. Ça, c'est important. Ce n'est pas un centre de formation qui est né comme ça par hasard. Et effectivement, dans nos instances siègent des représentants de chaque sous-commission de la filière forestière. Donc voilà très simplement l'appareil de formation. Un appareil de formation qui est itinérant sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, pardon, et itinérant aussi en périphérie de la BFC, donc Bourgogne-Franche-Comté. On travaille sur 17 départements, dans le sens où on a aussi une grosse activité en direction des actifs, donc des choses dédiées à l'amélioration de compétences, sur l'ergonomie au poste de travail, sur la sécurité, avec nos engins thermiques, et puis d'autres problématiques effectivement gestuelles et aussi d'information. Donc derrière moi, j'ai un collaborateur qui m'a rejoint, je le remercie aussi, Sylvain. Donc Sylvain qui lui est coordonnateur de la formation travaux sylvicoles. Donc voilà très rapidement. Après, on reviendra effectivement au fil du débat sur peut-être pointer les points essentiels de nos thématiques. Simplement en premier jet, déjà, vous dire que ce n'est pas une formation théâtrale, hein. Ce sont des formations qui sont en lien très, très étroit avec les acteurs de la profession. Et j'ai tendance à dire
que nos employeurs, c'est effectivement les acteurs de la profession. Donc voilà, très rapidement. Merci. Alors, je vais donc vous présenter Ocapiat, puisque effectivement, Ocapiat, comme vous le savez, depuis la réforme 2018, la dernière loi qu'on appelle la loi Avenir, liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, Ocapiat est un nouvel OPCO qui est issu donc de la fusion de deux OPCA, donc le FAFSEA qui gérait la partie principalement de la production agricole, et puis de Opcalim, donc qui gère plutôt la partie coopération et l'agroalimentaire. Donc, nous sommes un OPCO, donc nos missions ont bien changé par rapport à ce que nous étions en tant qu'OPCA. Et donc, je vais vous représenter rapidement ce qu'est un OPCO. Donc, déjà, vous dire qu'on regroupe 50 branches, voilà, en passant par la coopération, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Et puis, ça représente donc pas loin de 185 000 entreprises adhérentes, que ce soit des adhérents dirigeants ou non salariés. Et puis, vous avez pas loin de, 1,2 million, voire un peu plus d'1,2 million, donc de salariés représentés sur l'ensemble de ces branches, voilà, que nous accompagnons. Donc, un OPCO, c'est un financeur de formation, donc bien évidemment, une des premières choses et mission, c'est prendre en charge la formation des salariés. C'est d'assurer un service de proximité auprès de nos entreprises, donc avec une équipe de conseillers entreprises sur les territoires, donc au cœur des territoires. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 4 conseillers qui sont partagés les entreprises et qui les accompagnent. Et puis, c'est bien évidemment travailler en partenariat avec les acteurs du territoire, donc que sont déjà les organismes de formation, bien évidemment. Et puis, bien sûr, d'autres acteurs. Vous le voyez aujourd'hui avec Amphore, mais c'est aussi des partenariats avec Transition professionnelle, le Conseil en évolution professionnelle et d'autres. Bien sûr, nous avons un rôle majeur aujourd'hui dans le cadre de l'alternance, puisque c'est nous qui finançons les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, et nous avons à charge de développer l'alternance, et puis bien évidemment accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi, les moins qualifiées, et sécuriser les parcours professionnels. Voilà. Donc je vous ai mis là quelques exemples pour vous signifier ce que représente le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, puisque c'est vrai que c'est très très large. On vous parle du territoire aussi. Donc, vous avez tout ce qui concerne la production agricole, animale et végétale. Donc, vous voyez le bois, donc une partie de la filière bois, les centres équestres, les CUMA, donc c'est tout ce qui concerne les coopératives d'utilisation des matériels agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les ETF qui sont les entreprises de travaux forestiers, les entrepreneurs du territoire, l'ONF dont on parlera tout à l'heure, et les paysagistes et d'autres. Et puis pour ce qui concerne les services, donc je vous ai noté quelques services, à savoir la mutualité sociale agricole, donc qui est adhérente d'Ocapiat, la SAFER qui s'occupe donc de la gestion des sols et de la répartition au niveau de la vente des sols agricoles, le crédit agricole et d'autres, notamment également l'enseignement agricole. Et puis sur le secteur alimentaire, vous avez bien sûr tout ce qui va concerner l'industrie alimentaire avec la production de différents produits, la coopération agricole avec la viniculture, les céréales, les meuneries, le lait et j'en passe, et puis le commerce agricole aussi, tout ce qui concerne les animaux, les fruits, etc. Voilà, donc vous voyez qu'on couvre énormément de secteurs.
Alors, pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de nos missions, voilà, on a aussi bien évidemment des orientations stratégiques qui sont fortes, bien sûr. Et puis, on a regroupé ici nos publics. Bah, bien évidemment, le premier public qui est le nôtre, ce sont nos entreprises adhérentes, donc dans le cadre du conseil qui est apporté par nos conseillers. Tout ce qui va concerner bien sûr le développement des compétences de leurs salariés, mais on parle des actifs et également des futurs actifs, puisque, comme je vous l'ai dit, on développe l'alternance et pas seulement l'alternance, on accompagne aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent s'insérer dans nos entreprises. On pourra en parler. Et puis, bien évidemment, nos relations, je vous l'ai dit, avec les organismes de formation et les CFA. Donc, bien sûr, hein, notre rôle de financeur, c'est de soutenir financièrement les projets de formation et de recrutement, c'est de développer les compétences, et puis c'est également accompagner nos branches professionnelles, hein, notamment dans leur politique de branche et puis de certification, hein, puisqu'on contribue aussi au développement des certifications professionnelles que sont les CQP. Quelques chiffres, donc au niveau national, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc pas loin de 180 000 entreprises adhérentes, un peu plus d'1,2 million de salariés insérés pour 50% dans nos entreprises de moins de 50 salariés, hein, en sachant que 98% de nos entreprises sont de moins de 50 salariés. Donc, vous voyez que on a une forte proportion de TPE et de PME, et puis même de très petites entreprises, puisque 100 000 entreprises sont ce qu'on appelle des TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 11 salariés. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, plus particulièrement, ça recouvre un peu moins de 18 000 entreprises, et vous voyez que pour la majorité de celles-ci, à 92, pratiquement 93%, elles se concentrent sur le secteur agricole et du territoire. Voilà, l'agroalimentaire, le secteur industriel représente un peu moins de 8%. Et les salariés, ben là encore, hein, sont majoritairement dans nos entreprises agricoles et du territoire, avec pas loin de 67% des salariés dans ces branches. Au niveau de la taille de nos entreprises, nous avons une répartition sur des entreprises donc de petite taille, et vous voyez que on est quasiment dans les mêmes chiffres que le niveau national, avec 98,5% de nos entreprises qui sont de moins de 50 salariés. Et dans cette répartition, vous voyez que là aussi, on n'est pas loin des chiffres nationaux, avec 48,8% des salariés qui sont répartis dans les entreprises de petite taille, hein, donc de moins de 50 salariés, et de moins de 11 salariés, d'ailleurs, avec une répartition sur les moins de 11, vous voyez, de 34%, hein, ce qui est quand même relativement conséquent. Et pour le reste, donc les 52%, sont sur des entreprises de taille au-delà des 50 salariés. Alors après, ça peut s'expliquer hein, avec des groupes, hein, des coopératives, voilà, le crédit agricole, la mutualité sociale agricole, enfin voilà, des secteurs qui ont une masse salariale plus conséquente. Voilà pour cette première partie concernant Ocapiat. Donc, je vais vous présenter de manière un peu générale la forêt, la première transformation, donc notamment au niveau des scieries, hein, sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, en vous donnant donc des éléments contextuels. Alors, tout d'abord, hein, savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, la forêt couvre quasiment le tiers du territoire, hein, donc c'est quand même relativement conséquent. On dit qu'elle conjugue multiples usages et qu'elle est multifonctionnelle. On va le voir parce qu'en effet, elle s'occupe de la production hein, du matériau noble qu'est le bois, hein, qui va servir ensuite à la construction, à l'ameublement, à la papeterie, mais aussi à produire de l'énergie hein, dans tout ce qui concerne le bois énergie. Mais c'est également un lieu de détente et de ressourcement, hein, évidemment. Et puis, par ailleurs, elle a à charge hein, de gérer la faune et la flore. Hein. Donc, vous voyez que
tous ces éléments-là, on va les retrouver dans les emplois aussi liés à la forêt. Et la forêt, bien, elle appartient forcément à quelqu'un. Donc, en l'occurrence, elle appartient à l'État avec tout ce qui concerne les forêts domaniales. Vous avez aussi, bien sûr, et vous les connaissez quand vous allez vous promener, hein, toutes les forêts communales. Et puis le secteur privé, donc la forêt de particuliers, d'entreprises ou encore d'institutions. Voilà. La forêt, bien sûr, hein, pour tout ce qui concerne la gestion durable de la forêt, elle est encadrée par un code forestier qui sert évidemment à gérer et à éviter la surexploitation de la forêt et qui encadre les pratiques et notamment les bonnes conduites de pratiques sur le terrain. Donc, elle a un cadre réglementaire et voilà, à l'échelle des propriétés, chacun doit rédiger une charte d'engagement hein, pour respecter ce cadre réglementaire. Donc ça, c'est très, très important. Et vous avez donc deux organismes hein, qui viennent conseiller et qui orientent aussi hein, les propriétaires dans leur gestion. Donc l'ONF, que vous connaissez, hein, l'Office national des forêts, donc qui gère aussi les forêts domaniales donc d'État. Et puis vous avez un centre régional de la propriété forestière en Bourgogne-Franche-Comté, donc le CRPF, donc qui a des bureaux à Dijon et des bureaux à Besançon, voilà, qui accompagnent les propriétaires forestiers. Alors, si on rentre un peu dans les chiffres, vous voyez que la Bourgogne, elle se classe quand même dans les premières places, hein, puisque elle est à la 5e place des régions les plus boisées, elle est à la 3e place pour son taux de boisement, et elle est à la 4e, c'est la 4e région française au niveau de la récolte du bois et de la production de sciage. Donc, vous voyez que c'est quand même un territoire de par ces forêts, qui est dans les premières régions de France. La filière, comme je vous le disais tout à l'heure, elle couvre un ensemble d'activités qui contribuent à la gestion de la forêt et à la fabrication des produits. Et puis, dans cette filière, et notamment en amont, bien sûr, nous retrouvons la sylviculture et l'exploitation hein, dont on va parler, qui gère hein, plus particulièrement justement ce que disait Daniel tout à l'heure, hein, qui gère la forêt, la production, hein, et on est sur des cycles longs, voilà, avec des gestes qui sont techniques hein, et pour lesquels on ne doit pas se louper. Hein, voilà. Bien sûr, voilà, elle va contribuer aussi aux activités de sciage hein, et de tout ce qui va concerner le travail du bois. Et puis, je vous le rappelle encore là, hein, bon, son rôle, hein, c'est pas seulement de produire, c'est aussi un rôle de protection hein, concernant la faune et la flore. Et puis, voilà, d'avoir une forêt accueillante aussi pour tout ce qui va concerner le loisir et la détente. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, la filière, hein, ça représente 20 000, voire un peu plus de 20 000 emplois directs, que ce soit au niveau du salariat ou des non-salariés. C'est un peu plus de 19 000 salariés, ça représente en gros 2,2% des salariés de la région. Et puis, vous avez une répartition, voilà, avec la sylviculture, les exploitations forestières, avec environ 2384 salariés. Vous avez le sciage et le travail du bois avec 451 établissements et 4700 salariés et plus. Et puis les scieries aussi, avec 2500 salariés. Et les exploitations forestières. Voilà, donc ça représente plus de 5000 établissements, voilà, hein, pour la répartition des 20 000 emplois. Et la sylviculture, l'exploitation forestière, ça représente 41% des établissements, soit à peu près 11% de la main-d'œuvre.
Alors là, c'est un panneau qui vous représente un petit peu schématiquement comment ça s'organise. C'est un document donc, qui vient de FIBOIS, donc, qui est l'interprofession de la filière forêt-bois. Je pense que Caroline vous enverra le document, donc vous aurez un accès direct au site de la FIBOIS qui vous permettra, si vous souhaitez aller plus loin, collecter d'autres informations. Donc, tout d'abord, vous avez la répartition privée-publique. Donc, vous voyez 60% de la forêt en Bourgogne, c'est du privé, contre 40% public, pardon. Et puis, vous avez la répartition du feuillu et du résineux, donc avec 81% de feuillu et 19% de résineux. Voilà, avec, on l'a dit, un tiers donc de la couverture territoriale. Vous avez au niveau de la récolte forestière plus de 4 millions, pas loin de 5 millions de mètres cubes récoltés par an, qui vont se distribuer ensuite dans le bois énergie, dans le bois industrie et j'arrive pas à dire, c'est trop petit, et voilà. Bon, vous allez voir sûrement mieux que moi. Et puis tout ce qui concerne la première transformation, voilà. Donc là aussi, avec plus d'1 million de mètres cubes, voilà, qui va se répartir sur différents établissements. Et vous avez la deuxième transformation et encore le bois énergie. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment la production se répartit ensuite dans la première et la deuxième transformation. Alors, ce qui est important aussi à dire, bien sûr, on est dans le changement climatique, on est dans une réglementation de plus en plus importante pour gérer la biodiversité. Donc, tout ça conduit bien évidemment à de la mécanisation et un niveau de technologie de plus en plus important et sophistiqué. Donc, ça demande des compétences particulières et des formations aussi bien spécifiques pour être en capacité d'utiliser les engins dans le cadre de la production et de l'exploitation. Ça va demander également, bien sûr, pour les salariés, une implication importante dans l'organisation du travail et bien sûr avec des engins, on pourra en parler, mais des engins qui sont de gros engins mécaniques, mais avec de la conduite embarquée, avec des ordinateurs. Voilà, donc ça demande, et au-delà de ça, des engins qui coûtent très très cher et qui vont demander bien évidemment des compétences au niveau de la maintenance du matériel et de l'entretien du matériel. Voilà, donc là, vous avez un engin, mais il y en a d'autres qui sont plus gros que ça d'ailleurs. Et puis, vous voyez aussi donc les smartphones, puisque c'est des outils qu'on utilise, qui sont utilisés par la profession, notamment pour aller sur des parcelles, pour aller récupérer des grumes, etc. Voilà, pour aller géolocaliser la parcelle où l'intervenant doit se rendre. Et puis, bien sûr, une réglementation qui s'est fortement développée au niveau des certifications, de l'adaptation, on vous l'a dit, par rapport au changement climatique. Donc, ça fait des emplois de plus en plus qualifiés parce que ça demande aussi à bien connaître le respect des règles, à la fois de sécurité, mais aussi de gestion durable. Voilà, donc ça demande à connaître toute la réglementation. Alors là, quelques exemples sur les métiers de la forêt. Vous avez donc l'agence sylvicole dont on parlera, tout ce qui va toucher le bûcheronnage et puis les conducteurs d'engins forestiers. Donc, il y a beaucoup de conducteurs d'engins forestiers. Les emplois concernant la scierie. Alors, on a des conducteurs de portique, des conducteurs opérateurs de scie, et puis bien évidemment aussi tout ce qui va concerner le mécanicien affûteur pour maintenir tous ces matériaux, ces matériels de sciage en bon état de marche. Là, un petit pavé sur les formations en Bourgogne. Donc, on a un ensemble de formations en Bourgogne, du CAP, vous voyez, jusqu'à la licence, jusqu'aux licences professionnelles.
Donc, voilà, sur les travaux forestiers, bûcheronnage, sur les travaux forestiers, la sylviculture, la gestion, la conduite de machines, voilà, la gestion forestière, etc. Mais Daniel vous en parlera tout à l'heure. Vous parlez donc de la sylviculture, un petit zoom sur la sylviculture et les exploitations forestières. Donc, vous avez une carte là qui vous présente la répartition des exploitations sur le territoire. Donc, vous voyez que ça concerne quand même l'ensemble du territoire, avec des tailles d'entreprises différentes. Mais bon, voilà, avec déjà, vous voyez, des entreprises de belle taille. Et puis là, je vous ai remis donc les chiffres au niveau du nombre d'entreprises et de salariés. Voilà. Donc, c'est des activités qui concourent à la production, on vous l'a dit, du bois, donc tout ce qui va concerner le boisement, reboisement, l'entretien, la gestion des forêts et les activités d'exploitation. Les métiers de la sylviculture, plus précisément, donc c'est bien mettre en œuvre toutes ces opérations sylvicoles sur les parcelles. C'est respecter les règles de sécurité et puis répondre aux objectifs d'exploitation et aux normes environnementales. Ce sont des salariés qui effectuent des travaux d'aménagement de la forêt et des voies forestières également. Donc ça, voilà, ils ont aussi à cœur de gérer toutes ces voies forestières de façon à ce que ce soit propre. Vous le voyez quand vous allez vous promener en forêt. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, tout ce qui va concerner le management, le pilotage, la gestion des équipes, voire la direction d'une exploitation forestière. Et vous avez là listé un ensemble de métiers, voilà, qu'on va retrouver du chef d'exploitation jusqu'à l'ouvrier forestier, opérateur et autres. Voilà, rapidement, je vous ai brossé donc à la fois tout cet environnement forestier et puis un peu zoomé sur la sylviculture, l'exploitation forestière. Et puis donc un point important que j'allais oublier, mais heureusement le diaporama est là pour me le rappeler. Il existe, donc il a été mis en place. Daniel, peut-être tu peux nous dire, si tu es là, de quand date ce plan de reboisement. Mais il est descendu de scène. ah bon, c'est pas grave, il va nous rejoindre. Voilà, on a donc un plan national de reboisement, bien sûr, parce que la forêt française, évidemment, elle a un rôle à jouer aussi dans ce qui concerne le changement climatique, puisque la forêt, c'est un puits de carbone. Et donc, au niveau national, il y a un plan stratégique aussi pour réduire nos émissions à effet de serre et pour essayer de répondre à nos engagements au niveau neutralité carbone aux environs 2050. Voilà. Donc, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, puisqu'il y a 80% de ce plan qui concerne la reconstitution des forêts dépérissantes, et notamment dans le cadre de la crise des scolytes, qui est donc une sale petite bête qui vient attaquer nos forêts et qui sévit notamment en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur ces 3 grandes régions, on a 47 000 hectares de forêt à replanter. Donc vous voyez que c'est quand même relativement conséquent et ça va représenter aussi des emplois et des opérateurs à former. Voilà, sur voilà, 1600, 1800 opérateurs à former. Donc, ça fait des emplois aussi à créer pour la filière à venir. Et puis, Daniel en parlera aussi, mais voilà, pour les années à venir, on sait qu'effectivement, la forêt va devenir va encore grandir. On parle d'un tiers aujourd'hui, mais voilà, il va certainement encore augmenter. Et ce qui veut dire qu'on aura besoin de main-d'œuvre dans cette filière. Voilà. Et puis. Est-ce que je vous ai retrouvé? Oui, tu es là. On n'a pas l'image, mais on a le son. Ok. Effectivement, après on laissera la parole à Thomas, mais pour parfaire les propos de Marie-Paul, il y a un plan du gouvernement qui effectivement est en appui selon 2 dimensions.
Donc la première, elle est presque finalisée. C'était effectivement s'intéresser à enlever les bois qui étaient malades, donc les bois parasités, par le fameux scolite, parasite de stress d'ailleurs, parce que nos résineux ont été victimes de 3 ans de sécheresse. Et on a un parasite de faiblesse qui est venu effectivement se nourrir sur ces arbres qui étaient un petit peu en détresse, hein, pour parler un petit peu plus vulgairement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La seule solution pour éviter les pullulations de ces insectes, c'est d'enlever les bois malades. Chose qui a été faite avec un appui financier du gouvernement. Sauf que derrière, une fois qu'on a enlevé tous ces arbres malades, eh bien, on a un trou dans la production. Donc, le trou dans la production, les instances professionnelles ont bien, œuvré pour dire qu'il faut recapitaliser cette forêt. Et effectivement, les chiffres sont les suivants. Marie-Paul l'a dit. Sur Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et puis Auras, la région Auras, donc on a 47 000 hectares à replanter, qui correspond à une plus-value en termes d'emploi de 1600 à 1800 opérateurs qui vont nous manquer pour remettre en place cette forêt. Alors, si on ne remet pas en place cette forêt, inévitablement, dans quelques années, on aura un trou pour faire tourner nos usines. Et puis surtout, on aura un trou parce que le consommateur utilise du bois et si on n'a plus de bois, on risque d'en importer ou on risque de trouver des autres matériaux et ce n'est pas du tout dans l'air du temps, sachant qu'on est quand même dans un contexte où on essaie d'avoir des bilans carbone plutôt sains. Et je profite aussi d'une information qui est relativement importante, c'est qu'il faut savoir la chose suivante, c'est que dans 1 mètre cube de bois, on a 1 tonne de carbone qui est stockée. Donc cette tonne de carbone, c'est l'arbre qui l'a stockée naturellement. Donc ça veut dire que notre matériau bois, il est quand même relativement utile pour assainir un petit peu notre vie et c'est ça aussi, à mon avis, l'angle d'information que l'on doit avoir en direction du grand public. Comme l'a dit très justement aussi Marie-Paul, la forêt a plusieurs dimensions, hein. La forêt effectivement en production, celle pour laquelle on a ce petit moment d'échange, et puis la forêt de loisirs, hein, pour les gens qui effectivement viennent se ressourcer. Ça peut être pour aller aux champignons ou simplement faire une petite marche dans nos espaces forestiers. Grandes forêts, aussi forêts périurbaines, hein, on oublie d'en parler, mais les forêts périurbaines ont tout à fait un rôle très très intéressant pour un petit peu, détoxifier un petit peu notre organisme. Donc voilà ce que j'avais à dire, et pour parfaire les propos de Marie-Paul, donc le gouvernement n'est pas resté à l'écart. Il y a eu une écoute qui a été vraiment favorable sur ce plan de relance de la filière bois, et derrière tout ça, Ocapiat, avec son conseil d'administration, a pris des orientations, que je salue d'ailleurs, puisqu'ils ont mis en place des appels d'offres pour que des centres de formation répondent sur des stratégies, des actions courtes professionnalisantes, des actions de reboiseurs, donc choses qui ont été actées. Donc on a répondu avant Noël aux appels d'offres, et puis là, notre centre de formation a été adjudicataire de 3 lots, 71, 58 et 39, et le 39, on a déjà démarré le 28 mars avec 8 opérateurs, où tout se passe bien, et on va préparer la même configuration sur le 71 et le 58 pour le mois de septembre. Donc vous êtes sur l'opérateur sylvicole. Hein, voilà, c'est ça, avec un financement Ocapiat. Voilà, donc là vous avez à l'écran une plaquette, hein, que vous aurez avec le support qui a été édité par Ocapiat, justement pour valoriser le métier et communiquer sur le métier. Donc ça, tout ça pour dire personne n'est resté sans voix. Il y a eu un aura, il y a eu une écoute, et tout ça aussi pour dire effectivement aux gens qui s'intéressent à notre filière, c'est que malheureusement, effectivement, et ça on n'y peut rien, on a un secteur professionnel qui est très fermé et qui a du mal à communiquer, et effectivement, l'appareil de formation est aussi là pour véhiculer de l'information, et on a la chance d'avoir des financeurs
qui connaissent, enfin, sont à l'écoute. Donc, effectivement, citer Ocapiat, citer aussi le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui effectivement, en regard effectivement de témoignages, parce que le souci qu'on a, c'est que les offres ne sont pas affichées auprès de nos prescripteurs, hein, que ce soit Pôle emploi et les missions locales, et ça nous dessert. Je vais employer un vieil adage, excusez-moi, mais donc quand les entreprises m'appellent, bonjour, je veux un bon gars, on arrête ça, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans cette configuration-là. On demande aujourd'hui des fiches de poste pour pouvoir effectivement étayer la demande. Et la configuration que l'on peut rencontrer, et on l'a vu encore dernièrement avec une agence pour l'emploi, mais c'est pas du tout pour mettre en porte-à-faux l'agence, pas du tout. Mais simplement, quand le directeur de l'agence recherche des offres sur les métiers de sylviculteur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est simplement les gens se débrouillent avec le centre de formation ou se débrouillent entre eux avec le réseau Interpro ou le réseau ANEFA, enfin, ou le réseau interne. Donc, tant qu'effectivement, il y a du lien avec nous, tout va bien. Mais effectivement, derrière tout ça, on a du mal à justifier les offres, alors que on est dans le plein emploi. Il n'y a qu'à regarder un petit peu les camions de bois qu'on voit sur la route. Ça, c'est la première des configurations qui peut être un signe. Et puis sinon, vous dire aussi qu'on a une pyramide des âges, effectivement, sur les salariés qui est quand même un petit peu compliquée. Donc, il est de bon ton d'anticiper et de former des gens. Sur la formation, effectivement, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension scolaire, effectivement, on a des appareils de formation en Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit sur Étang-sur-Arroux ou sur Besançon. On a l'apprentissage, qui a été évoqué effectivement par Marie-Paul. Et puis, on a aussi la dimension formation continue avec les stagiaires qui sont pris en charge par un financement conseil régional, enfin, pour les coûts pédagogiques. Et puis, on a aussi les formations reconversion. Et puis, on a aussi les formations que peut financer Ocapiat dans le cadre de professionnalisation. Donc voilà, on n'est pas resté sans voix les uns les autres, on se connaît bien. On a juste simplement à lever quelques ambiguïtés qui sont comme ça. Elles sont ce qu'elles sont, mais la profession ne communique pas. Voilà. Alors que quand on les connaît bien, ils sont attachants, ils sont très très agréables, mais voilà, ils sont un petit peu en retrait des instances pour l'emploi et mission locale, quoi. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Mais je resterai effectivement à votre écoute durant ce petit moment. Et puis peut-être sous couvert de Marie-Paul ou de la collègue d'Anfort, c'est peut-être passer la parole à Thomas Diesny. Bon, je vous laisse peut-être reprendre. Merci. Non, merci à vous. Votre présentation à tous les deux était très claire et super Merci. intéressante. Et du coup, je comprends qu'il y a vraiment de l'emploi, il y a du métier, mais que c'est compliqué de voir les offres et que Voilà. j'ai pas envie de vous réorienter tout le monde auprès de vous, mais limite, autant vous contacter directement le CFPPA ou C'est les ça. CFPPA. Du coup, monsieur Diesny a bien voulu, répondu aussi favorablement. Donc, c'est notre témoin salarié du jour. Donc bonjour. Est-ce que vous Bonjour. pourriez nous dire rapidement qui vous êtes? Qui je suis? Alors, Qui moi, je êtes-vous? suis Thomas Diesny. J'ai 48 ans et je suis entrepreneur en fait en entreprise individuelle, une entreprise qui s'appelle Auprès de vos arbres, qui a principalement deux activités qui sont donc en premier lieu tout ce qui est soins aux arbres et élagage, taille d'arbres. Donc là, plutôt chez des particuliers dans le cadre des parcs et des jardins. Et une autre partie qui concerne plus ce dont on parle aujourd'hui, qui est une activité de reboisement de sylvicole. Donc, pour parler clairement, de la plantation et en majorité, dans mon cas, plantation de Douglas. D'accord. On a discuté un peu avant, on a échangé un peu pour que vous vous Ouais. présentiez. Vous avez un peu eu un parcours professionnel atypique. Enfin, la sylviculture, c'était pas forcément votre choix premier. Vous y êtes venu comment? Alors, j'y suis venu par goût parce que, en fait, bien avant même, et dans ma carrière professionnelle précédente, j'ai toujours été passionné de la forêt, des arbres, de la nature en règle générale, mais vraiment très intéressé par tout ça. Je faisais à titre amateur des travaux de bois de chauffage, comme tout un chacun, enfin voilà, pas mal de choses.
Et à un moment dans ma carrière, j'ai eu envie de changer. Et à ce moment-là, j'avais dans mon entourage des bûcherons du Morvan qui m'ont parlé en fait du centre de formation de Velay. J'ai pris contact avec Monsieur Kelbaza à cette époque-là. Et puis, j'ai fait une première formation en reconversion qui était donc un BP4 entrepreneur de travaux forestiers parce que j'avais comme projet de m'installer. J'aurais pu aussi faire un BP5 qui était plutôt une formation qui accompagne les gens qui ne voudraient être que salariés d'une entreprise de travaux forestiers. C'est bien, Et la donc, caméra est coupée. voilà. Et en fait, ensuite, j'ai fait en complément de cette formation qui a duré 1 an, j'ai fait un certificat de spécialisation taille et soins aux arbres qui m'a permis de m'installer en tant qu'élagueur et de créer l'entreprise que j'ai actuellement. Ouais, Si j'y réponds. parce qu'en plus, vous me disiez que c'était, comme vous disiez, c'était une reconversion et vous étiez sur un métier qui n'avait pas grand-chose à voir à la base. Ça n'avait rien à voir. Non, je travaillais pour le ministère de la Justice en tant qu'éducateur et professeur technique dans des cuisines. On faisait dans des restaurants d'insertion. J'ai formé des jeunes au CAP en cuisine. Donc voilà, ça c'est. Puis j'ai pris la décision d'arrêter après 18 années passées dans ce métier pour changer, sortir un peu de la cuisine, vivre dehors. Et c'était aussi un choix aussi lié à l'activité familiale, en fait, pour avoir un peu plus de temps aussi à consacrer aux enfants, parce que le restaurant, c'est très, très prenant, même dans une administration. Oui, j'imagine. Après, on a dû vous donner des conseils, vu que vous me disiez que vous aviez des amis, dans le Morvan qui vous avaient parlé de ces métiers. Vous, si vous deviez dire, à quelqu'un, «Vas-y, les métiers du bois, sylviculture ou autre, c'est passionnant», déjà quelles qualités faut mettre en œuvre, pour, le métier, les formations quand on les suit? Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou un moins jeune, hein, d'ailleurs, qui veut soit se reconvertir ou se lancer dans ces métiers? Eh ben alors, quel que soit l'âge, il faut prendre le temps de prendre les informations, rencontrer le centre de formation, rencontrer des professionnels. Pas hésiter, je pense, à contacter des professionnels qui, après, eux, vont vous diriger vers d'autres gens pour avoir des réponses plus précises à votre projet. En tous les cas, bien asseoir son projet. Parce que la formation, c'est quand même un moment un peu délicat et difficile. On se retrouve sur les bancs de l'école après l'avoir quitté plusieurs années. On se retrouve parfois avec, et bien qu'on ait la chance d'être financé par le Bourgogne-Franche-Comté, enfin par le conseil régional, malgré tout, ça peut faire une différence par rapport au salaire auquel qu'on avait avant. Et ça, c'est un effort, voilà, techniquement, il y a quelque chose. Donc, il faut avoir une grosse motivation pour le moment de formation et savoir précisément où on veut arriver après la formation pour avoir un objectif bien clair et pas se décourager. OK, ben, merci. Mais de rien. Bah, du coup, je pense que ça a été, assez clair. Du coup, oui, enfin, si, vous avez tout dit. J'allais dire un conseil, un mot, Oui, je sais pas, Daniel, est-ce que tu as des choses à compléter sur. Alors, avec un petit peu comment dire, de recul, ce qu'on met en place maintenant, on met en place, tiens, demain après-midi, le collègue qui est derrière moi là, va organiser un après-midi avec de visites de chantiers pédagogiques que l'on met en œuvre avec nos apprenants. Donc, il va y avoir 5 personnes et puis on a des mini 9 places. Puis on fait un petit tour, on leur explique voilà, qu'est-ce qui se passe, les tenants, les aboutissants. Et je pense que le fait de toucher visuellement, hein, où on veut en venir, ça peut être aussi une aide. Après, effectivement, dans notre configuration de métier à l'extérieur, il faut tout se dire aussi, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une configuration quand même, comment dire, où on peut tenir une journée debout sans souci de problème lombaire, des choses comme ça. Quand je veux dire, voilà. Une condition physique, quoi. Ça, c'est important aussi Ouais, à savoir. Et puis, dire aussi qu'on travaille au rythme des saisons. C'était un petit peu dit dans les propos de Thomas. Effectivement, quand on a des belles journées, on n'hésite pas de faire un petit peu plus. Et puis, quand on a des journées un petit peu plus compliquées où il y a de la pluie ou du vent, etc., on réduit un petit peu le temps d'activité. Donc, c'est une gestion effectivement au rythme des saisons.
Donc ça, aujourd'hui, les entreprises savent gérer cette affaire-là. Qu'on soit salarié ou chef d'entreprise, dans les deux cas de figure, il est quand même plus agréable de faire une belle journée quand on a le temps avec nous qu'effectivement avec du vent ou de la pluie sans cesse. Et d'ailleurs, les conditions sécuritaires sont liées effectivement aux conditions météorologiques. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on sait faire. On sait aussi montrer vers quoi on veut aller, hein, c'est ce que je dis il y a quelques instants. Des échanges effectivement avec des gens qui sont insérés. Et puis, autre configuration aussi, c'est, on le voit de plus en plus, c'est que des entreprises travaillent en synergie, des entreprises travaillent aussi en co-travail. Donc, on a des équipes qui se créent, malgré leur indépendance, tout ça pour aller plus vite sur un chantier, rendre le chantier plus vite opérationnel. Et ça, c'est valable aussi d'un point de vue manuel que d'un point de vue mécanisé. Aujourd'hui, sur la mécanisation, enfin, si on peut en parler un tout petit peu, la mécanisation, aujourd'hui, on a des machines de 500 000 euros. Donc, il est de bon ton de faire fonctionner ces machines au quotidien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille une matière première qui, c'est un peu du consommable, c'est-à-dire que cette matière première, le plus vite elle est rentrée en usine, c'est plus facile pour un industriel de transformer une matière fraîche, une matière fraîche dans le sens où du bois frais, que du bois qui a traîné sur des couples. Donc aujourd'hui, on voit arriver des couples, et c'est valable en Bourgogne, un petit peu moins en Franche-Comté. On a un couple, donc récolteuse forestière, couplé avec une débardeuse. On appelle ça un porteur forestier. Et très très vite, les bois peuvent aller en usine et sont sciés frais. Alors ça nous permet d'utiliser moins le matériel, hein, notamment sur les problèmes d'affûtage. Et deuxième chose aussi, tout bête, c'est que l'argent tourne plus vite. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté la coupe, la mettent tout de suite en exécution, la rentrent en usine, donc l'argent tourne beaucoup plus vite que fut un temps. Moi, je sais quand j'ai démarré dans cette noble filière, il nous arrivait d'exploiter des bois, les laisser bord de route, les traiter avec un produit, enfin peu importe, Caoctrine, pour éviter que les insectes viennent se nourrir sur ces bois, et puis on emmenait ces bois en camion quand l'usine avait besoin de bois. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Les usines ont une configuration de stockage relativement intéressante. D'ailleurs, on stocke les bois sous eau ou sous aspersion pour éviter effectivement des pourrissements ou des dégradations. Donc le rythme effectivement a changé, hein, le rythme de récolte, le rythme de fonctionnement dans la filière. Tout ça, on le prend en compte dans les formations. Après, aussi, Daniel, un petit peu les propos aussi sur la mécanisation. On est en train de réfléchir effectivement aujourd'hui à mécaniser la plantation. Donc c'est pas facile et sur toutes les parcelles, parce qu'on a quand même des parcelles qui ont une configuration un petit peu compliquée en termes de relief. Il y a des choses qui sont en cours de réflexion. Notamment, on a un gros opérateur, donc la coopérative Bourgogne-Limousin, CFBL, un partenaire d'ailleurs, un partenaire très, très, très sérieux, qui effectivement travaille avec des mini-pelles pour travailler en potais, tout simplement. Donc on réfléchit effectivement à conduire avec eux une thématique de formation aussi, pour reconstruire et capitaliser notre forêt le plus vite possible. Voilà. Sinon aussi, dire par rapport aux propos de Thomas, ce que j'ai envie de dire, et mes propos sont vérifiables, c'est-à-dire que le fait de passer une formation diplômante permet effectivement de rentrer, d'avoir le permis de rentrer dans la forêt, je veux dire ça comme ça. Et derrière, il y a plein d'orientations possibles. On voit le cas de Thomas, qui effectivement, lui, on est très très fiers de lui, parce que derrière, il nous a rejoints pour faire des sessions de formation de façon épisodique, parce qu'il a quand même énormément de boulot. Mais je veux dire, voilà, ça lui permet de garder un pied à terre avec l'appareil de formation. Ça lui permet aussi, de se reposer entre guillemets, parce que quand on fait du face-à-face pédagogique, on est plutôt sur une dimension, je dirais, gestion humaine, qu'en production tous les jours, par exemple. Donc ça, c'est cette configuration-là. On voit aussi arriver des gens qui se disent, mais tiens, pourquoi pas la transformation ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine du sciage du bois,
on a 47% de la population active de salariés qui va partir en retraite d'ici 7 ans. Et aujourd'hui, le métier du sciage du bois, c'est avant tout du visuel. L'opérateur est sur un pupitre. On n'est plus en train, comme dans le Moyen-Âge, d'emmener des planches sur notre dos, c'est fini ça. Et on a aujourd'hui des usines que je suis très très fier d'ailleurs à visiter. On pourrait manger par terre. Donc voilà. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui ont changé. Les mentalités aussi ont changé. Le domaine du sciage, fut un temps, c'était le bruit, la poussière, et c'est plus du tout le cas. Et puis on a, comment dire, plusieurs solutions derrière, en fonction de ses goûts. Moi, j'ai souvenir de l'animateur de l'Interpro, lorsque le diplôme du BP4, donc responsable de chantier forestier, est sorti. Donc on lui a soumis un petit peu le référentiel de ministère de l'Agriculture pour discuter avec lui. Et puis donc les gens du conseil d'administration de l'Interpro, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Effectivement, on s'aperçoit que le BP4, dont Thomas a explicité tout à l'heure les facettes, on voit de la graine à la planche. Donc de la graine à la planche, on vous montre tout. Comment s'articule la filière, et on vous fait pratiquer. Et à partir de là, avec ce BP4, vous pouvez prendre une orientation. Donc Thomas a pris l'orientation effectivement grimpeur et lagueur. Voilà. Et il y a des gens qui prennent l'orientation conducteur de machine. Il y a des gens qui prennent l'orientation. Moi, j'ai une personne qui a poursuivi ses études en BTS, et aujourd'hui, elle a réussi son BTS, et elle travaille dans la gestion forestière. Donc ça veut dire que avec nos diplômes ou nos parcours de formation, on n'est pas bloqué. Ça, c'est la première des dimensions. Deuxième dimension aussi importante, et ça, je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup là-dessus. Au ministère de l'Agriculture, tous nos dispositifs de formation continue sont évalués en situation professionnelle. On n'a plus d'évaluation sur table. On a des évaluations en situation. On pratique l'entretien d'explicitation. C'est-à-dire que le candidat doit expliciter pourquoi on fait ce geste-là, qu'est-ce qui risque de passer sur la sylviculture lorsqu'on met en place cette technique-là. Et sinon, on les met en configuration, on leur donne des consignes pour exécuter une tâche, et le jury regarde si cette tâche correspond dans un contexte bien sûr ergonome et sécuritaire, mais correspond au geste professionnel à hauteur de 80%. Si ce geste professionnel correspond effectivement à un geste qui correspond à 80% de l'exécution qu'aurait pu faire un professionnel, eh bien la personne a son unité de formation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette configuration évaluation sur table. On est évaluation sur le terrain. Et cette belle plus-value de notre ministère permet effectivement, comme le disait un petit peu tout à l'heure Thomas, de lever l'appréhension. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de formation, les gens ont tout de suite l'air de dire « tiens, on va s'asseoir, on va revoir un tableau blanc, des craies, etc. etc. » Dans la dynamique du ministère de l'Agriculture, ce n'est pas du tout ça. On met en situation et on pratique. On touche la matière, que ce soit en forêt ou en paysage ou en tout ce que vous voulez, toutes les thématiques qui sont liées au ministère de l'Agriculture, on touche la matière et on essaie d'expliquer, si on fait cette pratique-là, voilà ce qui risque de se passer dans les années qui viennent. Alors, ça veut dire aussi que derrière tout ça, on a dû remettre en œuvre, nos pratiques pédagogiques, nos principes pédagogiques, nos outils de formation, nos outils pédagogiques. Et ce n'est pas anodin qu'effectivement, à Étang-sur-Arroux, au CFPPA et au lycée, parce que c'est commun, on a une salle de simulation avec 16 postes de travail où on peut effectivement simuler des interprétations, des orientations sur la sylviculture. Et on a aussi 8 postes de travail sur les récolteuses forestières et le débardage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut apprendre par l'erreur avant d'effectivement d'être mis en situation sur des vrais engins. Donc ça, c'est la belle plus-value aussi. La simulation est entrée dans l'appareil de formation, dans le ruban pédagogique, ce qui permet effectivement de lever des appréhensions, de lever des doutes, et puis surtout de ne pas être dans une configuration où malheureusement on est face à un échec et on ne sait pas trop comment s'y prendre derrière lorsqu'on a commis une faute sur un arbre. Donc la simulation nous aide à anticiper et comprendre
comprendre le pourquoi du comment, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant à Souligner. savoir que nos rythmes, nos principes pédagogiques ont beaucoup évolué depuis de nombreuses années, et notamment au regard effectivement du système d'évaluation. Et du coup, c'est beaucoup plus cohérent avec le métier derrière, C'est ça. d'être en lien directement avec le bois. Tout à fait. Heu, Question courte et réponse courte du coup, parce qu'on est déjà bien en retard et du coup, on fera rapidement, les différentes modalités, de formation. Vous parliez de l'alternance, rapidement. Peut-être aussi on viendra vite fait sur, les POEC. Mais il y avait une question, donc compétences physiques, on a compris qu'il fallait être capable de rester debout toute une journée dans une forêt et potentiellement, se prendre, les éléments, déchaînés ou pas. Mais est-ce qu'il faut avoir une connaissance préalable, de la forêt et des arbres ou Non, pas? pas du tout. On apprend tout sur, le tas? Non, non, pas du tout. Alors, et là, vous pointez quelque chose aussi qu'on a omis d'expliciter, sous couvert de Thomas et de Sylvain, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un gros travail aussi de reconnaissance d'essence. Donc, essence, c'est le nom des arbres, qui est fait en pédagogie. Parce qu'effectivement, derrière une essence, ben, il se cache, entre guillemets, enfin, il se cache personne, mais se cache une dynamique de sylviculture, un élevage, quoi, lié Mmh. effectivement à cette essence, à ce règne végétal, quoi. Une Et adaptation et des pratiques la différentes reconnaissance en des fonction. végétaux, c'est très, très important, la reconnaissance des essences. Donc on y passe beaucoup de temps. On a une chance quand même d'avoir des arboretums à notre portée. Notamment, on en a un à Dompierre-les-Ormes, qui est géré par l'ONF, où on y passe pas mal de temps pour effectivement apprendre, quoi. Après, si je peux rajouter, je dirais que alors, il y a déjà beaucoup de choses abordées en formation. Et ensuite, le métier est en constante évolution, donc il faut rester très curieux. Il y a de la documentation qui passe à divers niveaux. Mais par exemple, pour tout ce qui est environnemental, les pratiques changent aussi. Daniel en a parlé tout à l'heure, on mettait des produits sur les grumes en bord de route. Ça, on le fait plus, Fini. mais on fait plus non plus. Voilà, on est soucieux du travail qui va se faire en Natura 2000. On est soucieux des zones de captage d'eau. Voilà, il y a des tas de choses. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on n'est pas seulement un pion qui tient un outil. On peut faire usage de sa tête et ça, c'est passionnant. Ah merci. Comme je vous disais, le temps file, on a déjà dépassé de 12 minutes. Financement de formation un peu rapidement, s'il vous plaît? Je vais retrouver ma caméra. Pardon, Marie-Paul, on t'entend plus pas. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro, je suis désolée. Oui, donc dans le cadre du financement d'Ocapiat, nous avons évidemment l'alternance. Donc je vais vous parler rapidement. Donc je vous disais que en fait ce document, ce support vous serait remis. Donc du coup vous pourrez le consulter à tête reposée. Là je vais passer du coup un peu rapidement dessus puisque le temps nous est compté. Donc vous avez sur notre site un portail sur l'alternance dans nos filières. Donc, sur ce portail, selon qui je suis, voilà, j'ai une entrée avec un ensemble d'éléments d'information. Voilà, donc le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, eh bien, c'est de l'alternance. Les deux ne s'adressent pas au même public, voilà, mais on a des aides possibles et puis des rémunérations qui peuvent être différentes selon le type de contrat. Je brosse très très rapidement. Je vous ai mis un document qui vous permet de faire justement la différence entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, comment ça marche, quel type de formation sur lesquelles on va, et puis le type de contrat aussi, selon la catégorie de contrat. Je vous ai mis rapidement aussi les aides qui sont possibles pour les entreprises qui embauchent. Alors, on a encore des aides là jusque fin juin de l'État sur l'embauche. Bon, alors elles vont normalement s'arrêter. On ne sait pas, on verra avec la présidentielle ce qui se passe par la suite. Mais on a aussi des aides pour les demandeurs d'emploi longue durée, les plus de 45 ans, qui peuvent être intéressantes aussi à l'embauche.
Donc, je vous ai remis tout ça. Et rapidement, donc, vous parlez de ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, c'est un dispositif qui est piloté par Pôle emploi et avec les OPCO de filière. Donc, pour ce qui nous concerne, et Daniel en a parlé tout à l'heure, donc il vous a dit, hein, il a une POC avec donc 8 personnes pour un projet d'opérateur en sylviculture. Voilà, donc c'est un dispositif, hein, qui est financé par Pôle emploi et puis aussi dans le cadre du PIC pour le développement des compétences, qui permet donc sur une action de 400 heures d'accompagner des demandeurs d'emploi et de les former, en tout cas de leur donner les bases pour s'orienter vers le métier de la sylviculture, hein. Ils pourront après basculer, par exemple, sur un contrat de professionnalisation s'ils ont plus de 30 ans ou un contrat d'apprentissage s'ils sont plus jeunes pour se qualifier et se former. Voilà. Donc, un petit peu de documentation, vous pouvez regarder ça tranquillement. Et puis, bien sûr, vous dire que dans le cadre de nos financements, on a aussi une offre régionale de formation. Donc ça concerne plutôt nos salariés. Une offre qu'on appelle boost de compétences, c'est-à-dire que je ne trouve pas dans mon offre régionale, mais j'ai des besoins spécifiques, et bien on a des prises en charge particulières. On a des dispositifs pour 2 entreprises de moins de 50 salariés pour accompagner avec un prestataire, donc pour recruter, accompagner, former en interne. Et puis on développe, hein, je vous l'ai dit, les formations, les différentes modalités pédagogiques de formation, dont la FEST. Voilà. Et puis dans la réforme, vous avez un nouveau dispositif qui s'appelle la PROA, donc promotion par l'alternance, où là encore, selon les accords de branche, on peut accompagner financièrement de la formation. Voilà, je vous ai brossé très vite, mais ça vous permettra de retrouver toutes ces informations sur le support qui vous sera remis. Et on vous remercie beaucoup de votre attention. Moi aussi, je vous remercie beaucoup de votre participation et tout était très clair. Donc j'ai bien compris que moi je vais retourner tout le monde vers Monsieur Kilbaza pour de l'emploi en fait, parce que lui connaît les offres et vu qu'il est descendu de scène et qu'il ne peut pas répondre, il ne pourra pas dire non. Oui. Non, mais enfin voilà, je pense que n'hésitez pas si vous avez des personnes qui viennent vous voir et qui sont intéressées par le métier, à les renvoyer auprès du CFPPA et qui sont quand même les acteurs un peu incontournables. Et donc voilà, et je remercie très chaleureusement l'ensemble de nos intervenants pour leurs propos très clairs encore une fois, de beaux métiers que sont les métiers de la sylviculture et autour du bois. Je viens de vous mettre un petit lien vers un questionnaire. Si vous avez 30 secondes pour y répondre, 6 questions très courtes. Et je vous souhaite à toutes et tous un très bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au Au revoir.